Jungle. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver parce que c'est vendredi. Thank God it's Friday. Merci Seigneur parce que c'est vendredi, c'est ce que dit le célèbre chanteur américain Robert Kelly, que vous connaissez sous le nom précisément de R. Kelly. Merci de nous faire confiance. Sport FM, la référence sportive. Bienvenue dans l'émission consacrée à la riposte contre le nouveau virus à couronne. Comme depuis 5 mois déjà, on parle de cette pandémie dans tout son état, de tout ce qui le caractérise, le coronavirus. Et on reçoit aujourd'hui Dr Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un monsieur avisé qui va vous parler aujourd'hui à propos de la Covid-19 mise en onde en ASPM. La vidéo, comme toujours, est l'affaire d'Eloma devant moi, c'est Franck Nounyama. Ça passera pas par moi, Covid-19, quelque chose on voit pas, on peut pas lancer coup de poing avec ça. C'est le message. Les personnes les mieux surveillées de cette terre ont attrapé cette maladie. Et il y a également un message de l'orchestre Happy Brothers du Togo qui dit « Moulekpa atimumu et kenye atipuputo ». Donc, pour vous dire qu'il faut faire très attention, il faut être discipliné par rapport à cette maladie. Elle ne connaît personne, même les présidents de la République ont souffert. Le cas par exemple de Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui au départ minimisait cette pandémie, qu'il a qualifiée de petite grippe. Mais après, il est le premier à porter le masque. Voilà, donc tout est dit. Docteur Paul Pana, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur Franck, comment allez-vous? Ça peut aller, et vous-même? Je crois que je vais bien aussi. Très bien. Ça fait la 3e fois que vous arrivez ici. La première visite, c'était, si je fais bien les comptes, au mois d'avril. La 2e fois, c'était en juin. Et cette fois-ci, ça fait la 3e fois. Alors, mais que dites-vous? Il y a eu amélioration par rapport à cette pandémie. Pour la 3e fois, vous êtes avec nous ici. Qu'est-ce que voulez-vous nous dire? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier à travers vous, tous les médias qui travaillent en collaboration avec tous les acteurs pour cette riposte. Comme vous le savez également, ces derniers temps, ces dernières semaines, après une accalmie où nous pensions que la maladie est en train de s'estomper, on a connu des augmentations des nouveaux cas au niveau de notre pays, notamment dans les préfectures de l'intérieur. Le Grand Lomé également a connu des nouveaux cas et c'est ça qui est inquiétant ces derniers jours parce qu'il faut le dire, la maladie continue de se propager au sein des communautés et il va falloir que effectivement on redouble de vigilance. Si je dois donner la situation actuelle, oui, allez-y. À la date du 28, donc hier, on avait 1341 cas confirmés au total, cumulés, 968 guéris, 346 cas actuellement pris en charge, donc actifs, et malheureusement déplore jusqu'à maintenant un total de 27 décès. Il faut dire que les actions se sont poursuivies en termes de dépistage et au total, on a cumulé 62 121 tests, ce qui nous donne à peu près 8 tests pour 1000 habitants, ce qui n'est pas mal quand on le compare à d'autres pays, et environ 3,8 cas pour 100 000 habitants. En tout cas, de mars à maintenant, on est passé de 1 à 27 décès, ce qui veut dire que ça fait quand même 5 mois et on a un peu plus de 5 morts par mois. Ça devient inquiétant, ça fait un peu froid dans le dos, mais comment peut-on expliquer que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à soumettre cette pandémie? Elle continue de courir. Est-ce que c'est le déplacement de la population, les déplacements entre les villes, entre les villages? C'est ça? Oui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer le fait qu'on ait d'abord une augmentation de nouveaux cas et une augmentation de décès par rapport au passé. Sur le premier point, les nouveaux cas qui augmentent, il faut dire qu'on a senti un relâchement au sein de la population
en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures barrières, notamment le port de cache-nez, le lavage des mains, la distanciation sociale surtout, qui s'est observée lors de certaines cérémonies traditionnelles dans quelques localités de notre pays, lors des fêtes comme le traditionnel, comme aussi les fêtes religieuses, comme la Tabaski qui est passée. On s'est rendu compte que beaucoup de citoyens n'avaient pas respecté la distanciation sociale, n'avaient pas aussi respecté le nombre de personnes dans les attroupements, ce qui a permis à certains qui étaient porteurs de virus de pouvoir contaminer les autres au cours de ces activités-là. La deuxième préoccupation, c'est le nombre de décès. Il faut tout de suite dire que quand on regarde le nombre de décès, par exemple, par rapport aux autres pays, nous pouvons dire que le taux de létalité, quand même, n'est pas très préoccupant chez nous. Mais ce qui est explicable, c'est que le nombre de décès qui est survenu, les décès qui sont survenus ces derniers temps sont liés à deux facteurs. Le premier, c'est qu'on a constaté que la plupart de ces décès-là sont survenus chez des personnes ayant d'autres maladies qui aggravaient leur situation, notamment l'hypertension, le cancer et puis le diabète. Voilà ces facteurs-là qui ont été observés chez les décès qui sont survenus ces dernières semaines. Le deuxième élément explicatif, c'est que bon nombre sont arrivés à des stades déjà très difficiles de prise en charge, ce qui rend effectivement leur traitement un peu difficile et difficile aussi de pouvoir les sortir de la griffe de la mort, malheureusement. Voilà en quelques mots ce qui explique l'augmentation des nouveaux cas et ce qui a expliqué effectivement le nombre de décès qui s'est augmenté. Alors nous profitons pour dire que les premières informations qu'on a données lors du démarrage de la lutte contre cette pandémie restent toujours valides et valables. Allez rapidement lorsque vous avez des premiers signes, à savoir les maux de tête, la fièvre, la toux sèche, les difficultés de respirer et tout signes qui peuvent, je le rappelle, être similaires à un début de paludisme ou une grippe. Il n'y a que les agents de santé, lorsque vous vous présentez, qui peuvent vous dire « ça, ce n'est pas le coronavirus, c'est le palu, on vous traite et vous guérissez ». Il ne faut pas rester à la maison. Le deuxième message clé, c'est qu'il ne faudrait pas que nous stigmatisons les gens. Ça veut dire quoi? Ah, il a le corona. Ah, on a constaté que lui, il a un cas de corona dans sa maison, donc je ne visite plus la maison. Non, il ne faut pas rejeter les gens. Il faudrait plutôt leur donner un soutien moral, un soutien social pour pouvoir les permettre de supporter leur maladie et qu'ensemble, on puisse arrêter la propagation aussi. Voilà. Vous avez parlé de certaines fêtes traditionnelles ou religieuses qui ont été observées. Ben, est-ce que ces gens n'avaient pas eu l'information ou bien ils font un peu, bon, moi je m'en fous, cette maladie n'existe pas. Ils ont eu l'information avant de pouvoir se laisser aller encore dans ces fêtes dont je ne sais pas. Oui, M. Franck, ils ont l'information. Ils ont l'information. Les autorités ont pris le devant. Je me rappelle, en fin juin déjà, l'autorité avait sorti des notes pour dire que compte tenu de la situation de coronavirus qui prévaut dans le monde actuellement, il faut que les communautés puissent se surseoir aux fêtes traditionnelles de la façon dont elles se déroulaient, mais se limiter strictement à des cérémonies qui sont essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous prenez, par exemple, une cérémonie qui se déroule dans un village, au lieu que les populations viennent de partout, au lieu que les gens se rassemblent pour danser, pour chanter, il faudrait que les responsables qui sont chargés de ces cérémonies traditionnelles fassent le minimum. Si on doit aller dans un lieu sacré, peut-être que c'est 2-3 personnes qui doivent aller là-bas. Avant, c'était toute une troupe.
qui peut permettre justement de transmettre le virus. Maintenant, il fallait que les gens soient à un nombre limité. Quand il s'agit par exemple des fêtes, on a dit qu'il ne faudrait pas que les gens aillent se regrouper, danser, célébrer les mariages, etc. Les gens sont au courant. Mais les gens se sont... C'est l'indiscipline. Je crois que le mot qui doit être dit, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit tout ça, est-ce qu'on avait raison de rouvrir les églises? Oui, je pense que le gouvernement, à un moment donné, si vous regardez très bien, on a vu qu'à un moment donné, la situation épidémiologique était presque stable. Et c'est en ce moment que le gouvernement a cru bien de pouvoir discuter avec les responsables religieux pour ouvrir les lieux de culte. Pour le moment, les études n'ont pas encore montré quelle est la situation avant et après l'ouverture de ces cultes, de ces lieux de prière. On pourra faire les statistiques et aviser en temps opportun pour voir si, est-ce qu'après l'ouverture, on a une augmentation des cas dans ces églises à Gouy ou non. Mais pour le moment, ce qu'on sait, c'est que c'est parmi les gens qui ont participé aux fêtes traditionnelles, aux mariages religieux, à des cérémonies, aux enterrements, où on a dit qu'il faut au minimum 15 personnes. Mais vous voyez, vous allez retrouver lors des veillées plus de 10, 20, 40, 50, voire 100 personnes. Même si les gens mettent la distanciation, lorsqu'on va au niveau du cimetière, vous allez voir que les gens ne peuvent pas être 2 mètres, 3 mètres l'un de l'autre. Toutes ces conditions-là réunies expliquent pourquoi on a eu ces nouveaux cas-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire que les forces Covid-19 doivent être, j'allais dire, plus sévères par rapport au respect de ces mesures barrières? Parce que là, on a comme l'impression parfois, il y a un certain laisser-aller, et puis bon, les gens rentrent dedans, et ça donne ce que ça devait donner. Est-ce qu'il y a un laisser-aller? Je ne dirais pas ça, mais vous savez que quand on prend des mesures, on s'adresse à l'homme. Parfois, on a vu les gens dire « Ah non, ces mesures sont trop contraignantes, etc. » Mais l'autorité fait ce qu'elle peut. On ne peut pas aussi suivre chaque Togolais dans ses mouvements. Mais tout à l'heure, en venant ici, j'ai vu les forces de l'ordre en train de vérifier le port de cache-nez au niveau des motocyclistes et des automobilistes. C'est très important. Lorsque vous êtes sur la moto, que vous avez transporté quelqu'un, il faut que vous puissiez, vous deux, porter les cache-nez. Ce qui reste peut-être à faire, c'est aller au niveau des magasins, des bars. Et je sais que le gouvernement est en train de prendre des dispositions dans ce sens-là. Cela a été déjà pris pour les villes de Tchamba, de Sokodé et d'Adjengere. Et je suis sûr que dans les jours à venir, ces mesures concernant les bars, les lieux de loisirs, etc., le gouvernement prendra aussi ses responsabilités en interdisant certains actes qui ne sont pas, j'allais dire, justifiables pour limiter la propagation dans ces lieux-là. Alors aujourd'hui, il n'y a que les mesures barrières qui puissent sauver la population togolaise, le respect, la discipline autour de ça. Il y en a plein. On parle de lavage de mains, on parle de distanciation sociale, éviter les endroits où il y a une forte fréquentation. Il faut tousser dans le pli du coude, il faut éternuer dans un mouchoir, par exemple, unique qu'on jette juste après. Il faut. Vous pensez que les gens, vous avez parlé de l'homme est un peu réfractaire à tout changement, mais aujourd'hui, peut-être doit-on prendre le temps d'expliquer vraiment un à un ces différentes mesures, par exemple, les raisons pour lesquelles on doit se laver les mains dès que possible dans la journée, même si c'est 15 fois, il faut le faire, et porter son masque, tout ça, parce que les gens se disent, bon, c'est ça, c'est la triste réalité. J'en appelle surtout à la jeunesse et puis aux chefs de famille. Comme je l'avais dit sur ce plateau il y a quelque temps, tout doit commencer au niveau des ménages.
Parce que si le chef de famille, si et avec tous les parents, mettent l'accent sur cette information, sur cette exigence, je suis sûr que dans la rue, dans les lieux publics, les gens vont pouvoir le faire. Si moi, j'ai mon épouse, mes enfants à la maison, lorsque j'ai l'information, je dois le relayer. Si je suis face à un de mes enfants qui doit sortir et qui n'a pas son cache-nez, je dois l'obliger à le faire. Il faudrait aussi que chaque citoyen relaie les instructions et les orientations que le gouvernement prend. En ce sens que lorsque je suis dans la rue, lorsque je suis dans un magasin, lorsque je suis dans un lieu quelconque et que je vois mon concitoyen qui n'a pas porté son cache-nez, il faut que je lui rappelle que mon frère, ma soeur, vous êtes en train de vous mettre en danger et de mettre les autres en danger. Je pense que le gouvernement ne peut pas mettre, comme je l'ai dit, chaque policier, chaque gendarme devant chaque citoyen. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous suivre partout où on va. Et c'est pour ça qu'on doit compter sur l'autodiscipline et la discipline collective, en s'appuyant justement sur les ménages. Il faut dire en passant que, Franck, beaucoup a été fait. Que ce soit les médias, que ce soit les préfets, que ce soit les maires, les élus locaux, que ce soit les conseillers, les chefs traditionnels, les chefs de village, etc., les CDQ, comme on les appelle, beaucoup a été fait, l'information est passée. Mais on doit continuer, Il y a toujours des gens qui dénient la maladie. Il faut arriver à les prendre individuellement, faire ce qu'on appelle les focus group, expliquer et peut-être maintenant les convaincre sur ce qui lui semble un peu difficile à mettre en œuvre. Si après pratiquement 5 mois que la lutte est lancée contre cette terrible pandémie et que les gens sont encore réfractaires, ça veut dire peut-être que la stratégie de communication ne marche pas, ou bien tout ce qu'on a proposé pour faire la guerre contre cette maladie ne réussissent pas. Peut-être qu'il faut penser à autre chose, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez, par exemple, une suggestion? Je pense que tous les jours, nous, on réfléchit sur les stratégies de communication avec les communautés et on essaie de les adapter. Si vous avez suivi ces derniers jours-là, le gouvernement a dépêché le coordonnateur au niveau des 3 localités qui sont devenues les nouveaux foyers de transmission. Et je pense que tout le monde est allé écouter les stratégies, les messages clés de protection, etc. Je dis encore une fois que je pense que les différents canaux sont utilisés pour communiquer jusqu'à maintenant. Radio, télévision, Congoneur, réunion, presse, et tout cela. Honnêtement, personnellement, je ne sais pas encore quelle stratégie en communication n'a pas été utilisée depuis les 5 mois. C'est le changement de comportement qui reste. Et ça, je pense que la responsabilité individuelle et la responsabilité parentale restent majeures si nous voulons effectivement que les gens changent de comportement. Il faut que chacun de nous, responsable dans sa famille, prenne à corps les messages qui sont véhiculés pour en faire sienne et obliger ses membres de famille à suivre ces règlements et ces mesures barrières qui ont été édictées. Alors, pourquoi doit-on demander à quelqu'un qui a l'habitude d'embrasser sa camarade ou bien son camarade, de faire des accolades, et juste à un moment on lui dit non, reste à 2 mètres de cette personne-là? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut changer par rapport à cette maladie-là, à cette pandémie? Je crois qu'au début de la maladie, nous avions insisté sur les modes de transmission. Cette maladie, on a étudié et on a vu quels sont les modes de transmission de cette maladie-là. On a vu que la maladie se transmet principalement par voie aérienne, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a le virus au niveau de son organisme, notamment dans ses narines, dans sa bouche, etc. Lorsqu'il parle, lorsqu'il tousse, lorsqu'il éternue, il émet des gouttelettes dans l'air. Et toi qui n'as pas porté un cache-nez, tu risques de respirer cela si tu n'es pas à une distance d'au moins 1,50 m à 2 mètres.
et comme ça tu as pris le virus. On a remarqué également que le virus pouvait se déposer sur les mains. Et donc, lorsque le virus se dépose sur les mains, il a un temps où il est encore actif. Et si tu vas toucher un objet, tu le laisses là-bas. Et celui qui vient toucher aussi, eh bien, il ramasse le virus. C'est pour ça qu'on demande de laver régulièrement les mains, au moins 30 à 30 secondes, avec de l'eau et du savon. Et on est sûr qu'on s'est débarrassé du virus si on a touché un objet qui était infecté ou souillé. Et les accolades dont vous avez parlé, si moi, j'ai touché ou je suis infecté et j'ai le virus dans mes mains, je ne me sais pas laver la main. Si j'ai le virus au niveau de ma gorge, au niveau de ma main, vous êtes d'accord avec moi lorsque nous allons commencer à faire les embrassades, la transmission est rapide et le flux de virus qui va aller est très important. C'est pour ça qu'on déconseille justement les gens de le faire. Maintenant, si vous êtes allé faire votre test et que vous êtes négatif, donc, en ce moment, vous pouvez prendre le risque, tout en sachant que lorsque vous contactez le virus, il faut un temps, ce que nous appelons le temps d'incubation, qui va de 0 à 14 jours pour s'assurer que vous n'avez pas le virus dans votre organisme. Tant que vous n'avez pas fait le test, tout le monde reste suspect de porter le virus. Donc, par précaution, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas s'embrasser, il ne faut pas donner les mains, il ne faut pas éternuer n'importe comment, il ne faut pas toucher n'importe comment. Et surtout que l'OMS maintenant a dit, attention, même si on a porté le masque et que par mégarde, à un moment donné, on a parlé que c'est un masque qui laisse partir des fines gouttelettes, en ce moment, ça devient aussi dangereux. Très bien. Merci à ceux qui nous suivent actuellement, c'est Sport FM et nous recevons cet après-midi Dr Paul Pana, il est ancien représentant, on dira, de l'Organisation mondiale de la santé, l'organe régulateur de la santé mondiale bien sûr. Mais Sport FM vous propose juste une pause, Anas. Le docteur l'a dit tout à l'heure, des villes ont été bouclées, Sokode, Adjingré, et puis Bafilo, Tchamba, j'allais dire, voilà. Mais ce qui veut dire que là, on a retrouvé un nouveau foyer, c'est ça? Exactement. C'est parce que on s'est rendu compte que, à partir de la semaine passée jusqu'à maintenant, un nombre croissant de cas positifs se retrouvaient dans ces localités-là. Alors, il fallait rapidement circoncire ces foyers-là afin de pouvoir limiter la propagation. Alors, quand on dit on a bouclé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaie de limiter les mouvements entre ces villes. Entre les villes-là et les autres villes. Sinon, on risque en ce moment de faire... Si on ne fait pas ça, il y aura une flambée dans toutes les localités et ce serait très difficile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on boucle pour qu'on puisse mieux contrôler les cas positifs, les isoler, les prendre en charge et s'assurer qu'ils ne peuvent pas aller justement dans d'autres localités pour infecter les citoyens. Alors aujourd'hui, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire se justifie? Absolument. Absolument, parce que vous vous rappelez, quand on était sur ce plateau comme sur d'autres, nous avions dit que les mesures de restriction qui étaient prises et dictées par le gouvernement, leur évolution dépendra de l'évolution de la pandémie. Vous avez vu que beaucoup de pays dans le monde qui avaient levé certaines mesures sont en train de les remettre, y compris même les états d'urgence. Donc, il nous revient en tant que citoyens de pouvoir faire en sorte d'alléger ces mesures-là. Ce n'est pas le gouvernement, c'est nous. Si nos comportements amènent à ce qu'on n'ait plus de nouveaux cas qui émergent ça et là, je suis sûr que le gouvernement ne va pas se plaire à mettre l'état d'urgence tout le temps. Il va falloir qu'à un moment donné, quand la situation épidémiologique montrera que la transmission s'est arrêtée,
il n'y a plus de raison que le gouvernement maintienne l'état d'urgence sanitaire. En tout cas, la France, qui a pensé que c'était fini, retrouve un peu une résurgence au niveau de cette pandémie. Et Jean Castex, le Premier ministre français, a dit il faut tout faire pour éviter un retour au reconfinement. Ce qui veut dire que oui, cette pandémie résiste toujours et les seules manières de pouvoir l'éviter, c'est de porter le masque, de respecter les mesures barrières. Et même dans Paris, désormais, le port de masque est devenu obligatoire. Voilà, dans la rue. Dans la rue, surtout. Voilà. Donc, pour vous dire tout simplement que vraiment, cette pandémie est à suivre de très près. Il faut respecter les mesures barrières pour vraiment éviter de l'attraper. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a également des efforts pour trouver des vaccins, mais où en est-on véritablement à ce jour? Monsieur Franck, je crois qu'on a évolué. J'ai écouté le président américain dire que d'ici la fin de l'année, même peut-être avant, les États-Unis sont sûrs qu'ils vont sortir un vaccin. C'est le souhait que nous avons. Mais il faut aller dans l'analyse au-delà des effets d'annonce. Oui. Voilà, pour ne pas... Parce que là, on sait que les élections présidentielles arrivent là-bas. Voilà. Donc, notre souhait, c'est qu'on ait rapidement un vaccin et pourquoi pas un médicament aussi. Mais les annonces qui ont été faites il y a quelques mois, il faut dire qu'on n'est pas encore évolué parce que la phase qui est critique, c'est la phase 3, la phase des essais cliniques. Et cette phase est d'être concluante avant qu'on ne puisse maintenant dire « ouf, on a trouvé un vaccin ». Alors que ce soit les candidats à vaccins aux États-Unis, en Angleterre avec Oxford, en Chine, même également dans certains pays. On avait même parlé de la Russie qui était proche de trouver un vaccin. Oui. Malheureusement, ces candidats à vaccins qui étaient à ce stade 3 n'ont pas été encore concluants. Et donc, il faut qu'on soit encore patient. Mais il faut tenir compte des effets d'annonce, parce que dans ça, tout le monde veut être le premier à dire c'est moi qui ai trouvé la solution pour le monde entier. C'est pour ça que les scientifiques, et à chaque fois que quelqu'un fait une annonce comme ça dans le monde, l'OMS réagit en disant attention, c'est bien, tu es arrivé à ce stade-là, mais on n'a pas encore vérifié toutes les étapes pour dire que tu as fini de trouver le vaccin. En tout cas, pour les vaccins, il faudra informer les gens qu'il y a plusieurs étapes à suivre. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, il faut suivre différentes étapes avant Absolument. De pouvoir être sûr que ce vaccin peut lutter contre la pandémie. Tout à fait. La fabrication d'un vaccin prend des années. Et suivi 4 phases que je vais rapidement résumer. D'abord, la première phase, c'est la recherche dans le laboratoire. On fait une recherche pour voir comment le microbe ou le germe réagit à certaines substances qu'on propose. Le vaccin, soit c'est un germe tué, ou c'est un germe dont on a atténué les effets qu'on fabrique et puis qu'on met dans l'organisme pour créer les anticorps. Donc la première des choses, c'est au laboratoire dans les tubes. Quand cette étape est finie, on passe chez l'animal. On essaye d'inoculer ce qu'on pense comme être le vaccin futur à l'animal pour voir si le vaccin-là ou cette substance-là est toxique. Si ça tue l'animal, on arrête. Si ça ne tue pas l'animal, on essaie de voir si ça a provoqué chez l'animal la production des anticorps. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, maintenant, quand tout ceci a été un succès, on passe à la phase 2. La phase 2 consiste justement à inoculer cette substance candidate de vaccin à un petit nombre de personnes, une dizaine de personnes, pour voir quelle est la réaction maintenant sur l'homme. Okay? Et qu'est-ce que ça régénère comme fabrication d'anticorps? Est-ce que ça n'a pas d'effet sur des organes, etc. Et dans ce cas-là,
lorsque on remarque que sur ce petit nombre d'individus, il n'y a rien, on passe à la phase 3, qu'on appelle la phase des essais cliniques. La phase 3 des essais cliniques consiste à tester cette substance-là sur un grand nombre de personnes, souvent volontaires, pour non seulement voir effectivement l'efficacité de la substance, son immunogénicité, c'est-à-dire sa capacité de pouvoir permettre à l'organisme de créer beaucoup des anticorps, son innocuité, c'est-à-dire ce qui ne peut pas amener à un désordre sur les organes chez un homme. Ensuite, on regarde pour voir quels sont les effets secondaires et en ce moment aussi, on commence à penser quelle est la méthode de production en grande quantité lorsqu'on a fait cette phase 3-là. Et je dois dire que toutes les 3 phases durent environ 5 à 14 ans. 14 ans? Oui. 5 à 14 ans. 5 à 14 ans dans le processus normal. Alors vous comprenez que oui, ça prend du temps. Hein. Du temps. Oui. Maintenant, quand on est devant une phase, enfin une épidémie ou une pandémie comme celle-là, certaines phases sont restrictives. On essaye de raccourcir ça pour aller vite. Oui. Mais cela n'enlève pas, et c'est ce que l'OMS rappelle, cela n'enlève pas qu'on puisse vérifier toutes les étapes et s'assurer que lorsque ce vaccin est utilisé chez l'homme, il ne crée pas des désordres. Maintenant, pour vérifier si la substance créée ne peut pas avoir des effets dévastateurs sur l'organisme de l'homme ou de l'animal, par exemple, il faut combien de temps pour vérifier tout ça? Et puis, une question qui me taraude l'esprit, est-ce que l'animal et l'être humain ont les mêmes choses par rapport à leur organisme, les mêmes réactions, le même fonctionnement? Est-ce qu'il n'y a pas de risques à ce niveau-là? Non. Il y avait la 4e phase dont je devais parler. Oui. Quand les 3 phases ont été vérifiées et qu'il n'y a rien à tester, on est à la 4e phase où on passe justement sur les questions de production, de prix, de négociations, etc. Pour qu'on puisse passer à la phase de ce qu'on appelle la mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché AEM. Et au laboratoire, on a plusieurs types d'animaux sur lesquels on fait des essais. Et le plus qui ressemble à l'homme, c'est lequel? C'est le singe. Il y a certains types de singes qui partagent plus de 90%, 95% même de notre génome. C'est-à-dire qui ont leur constitution presque comme l'homme. Et souvent, ce sont ces animaux qu'on utilise en dernière phase pour voir quelle est la réaction. Et c'est parce que si ils partagent 95 à 97% de notre génome, on a presque la même constitution. On a presque la même constitution. Il n'y a pas à douter en ce moment des réactions qu'on va avoir chez ces singes-là. Souvent, ce sont des singes qu'on appelle les singes rhésus. Vous voyez, non? Donc, ils ont presque la même composition que l'homme. Voilà. Quand on fait des essais cliniques chez des hommes, avant d'aller chez l'homme lui-même, c'est ce que je venais d'expliquer. Oui. Donc, au laboratoire, ce sont ces animaux-là qu'on utilise avant de passer chez l'homme. Très bien. Donc, pour couper court à tout risque, voilà. Alors, il va falloir patienter encore un tout petit peu. On sait que les États-Unis veulent être les premiers à trouver le vaccin. Ils ont mis tellement de moyens, 9 milliards de dollars. Faites le calcul chez vous, s'il vous plaît, et vous verrez. Et maintenant, à la découverte, on sait que la population mondiale avoisine aujourd'hui combien? Les 6 milliards d'habitants, alors que la production annuelle sera autour de 708 millions. Il y aura manque. Oui, c'est pour ça que... les premiers qui seront servis. Oui, c'est pour ça que je parlais de la phase 4 à laquelle on voit tous ces aspects-là. Et l'Organisation mondiale de la santé est l'institution qui garantit justement le respect de ces clauses-là. On a parlé sur les médias plusieurs fois par rapport à l'Afrique, etc.
Bon, généralement, les pays qui mettent beaucoup d'argent s'arrogent le droit de dire, comme j'ai mis beaucoup d'argent, moi, je vais être le premier. Mais il y a ce qu'on appelle aussi la solidarité internationale. Et la réglementation sanitaire internationale exige à ce que, quand on trouve un médicament, on doit le mettre à la disposition de tout le monde. Et donc, même si la firme qui a trouvé ce vaccin ou ce médicament-là s'arroge une propriété, on fait la négociation pour que ça devienne maintenant un bien public et tout le monde peut fabriquer en ce moment à partir des structures chimiques qu'ils ont pour pouvoir divulguer pour qu'on puisse avoir un prix raisonnable pour l'accessibilité à tous les pays et à toutes les communautés. Très bien. Et le Togo, à son niveau, c'est toujours la chloroquine, plus l'hydroxychloroquine, plus l'azithromycine pour le traitement, pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas un protocole qui a été changé parce que les recherches n'ont pas encore abouti à la découverte d'une autre molécule. Mais ce qu'il faudrait dire dans le cadre de la prise en charge ou le traitement des patients atteints de la COVID-19, c'est qu'au même moment qu'on donne ces médicaments qui sont supposés avoir une action sur le virus, on traite le malade d'autres façons, surtout sur les maladies qui sont causantes à la COVID-19. Et c'est ça qui est très important. Donc aujourd'hui, on a un résultat correct à 100% par rapport à ce traitement avec ce protocole-là. Mais bien sûr, c'est ce protocole qui est appliqué au Togo comme dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, jusqu'à ce qu'on trouve un médicament qui soit virucide, c'est-à-dire un médicament qui, lorsqu'on le prend, va directement tuer le virus. Et c'est ça qu'on n'a pas encore trouvé. Très bien, avec l'espoir de le trouver un jour, juste le temps de nous reposer un tout petit peu, de prendre une petite pause et on vient pour la conclusion. Protégeons-nous, protégeons les autres en utilisant les masques ou bien le cache-nez. C'est, on va dire, l'un des messages de ce morceau chanté par un groupe ivoirien, Dr Paul Pana. On est à la fin pratiquement de l'émission. Vous avez un message, vous avez un sujet sur lequel vous voulez mettre l'accent? Oui, merci beaucoup Franck. Peut-être 2 ou 3 choses. La première des choses, nous prions les uns les autres, et surtout la jeunesse, comme les chanteurs l'ont dit, que ce n'est pas amusement. La maladie existe. On n'invente pas une maladie. Elle est bel et bien là. Elle est dans notre pays. Elle continue d'attraper des gens, de faire des victimes. S'il vous plaît, écoutons les mesures barrières que le gouvernement a édictées, appliquons-les dans leurs strictes mesures pour que nous limitions la propagation. Ils ont dit dans la chanson, si tu n'as rien à faire au dehors, ce n'est pas la peine de sortir. C'est très important. Donc, je dirais la discipline. La discipline, il faut qu'on ait la discipline individuelle, la discipline collective pour aider le gouvernement, les autorités sanitaires et tous les acteurs qui sont engagés dans la lutte à inverser la tendance chez nous. La deuxième chose, c'est que les nouveaux cas ne doivent pas nous décourager, ne doivent pas nous amener à baisser les bras. Au contraire, nous devons redoubler de vigilance, faire l'autosurveillance et faire la surveillance dans nos environnements où nous sommes, que ce soit dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cantons, dans nos villes. Si quelqu'un est venu d'ailleurs, il faut quand même le signaler à l'autorité pour qu'on puisse s'assurer qu'il est venu parmi nous, mais il n'est pas en train de venir avec les germes pour les disséminer. Parce qu'on a constaté que certaines familles cachent leurs parents voyageurs qui arrivent. Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on puisse demander à ce que la personne puisse être vue par un agent de santé. Et si la personne, par malheur, avait le coronavirus,
qu'on puisse l'isoler et le prendre correctement en charge. Cela limiterait la propagation. Voilà les 2 messages clés que je voulais laisser à la fin. Et vous féliciter encore. Féliciter tout le monde. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. On doit continuer la mise en œuvre stricte des mesures barrières. Et je suis sûr que dans quelques semaines, on va inverser la tendance. Inch'Allah. Docteur Paul Pana, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci à Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Anas PM de l'autre côté. Allez, à très bientôt.